Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme, parce que l'invité que je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui au Festival Nouvelle Vague est un comédien, chanteur, artiste que j'aime beaucoup, que j'admire énormément par sa force de travail et qui est quelqu'un de très inspirant. Et j'avais très envie qu'il vienne vous parler aujourd'hui. S'il vous plaît, un accueil très 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 chaleureux pour Sofiane Zermani. Sofiane, installe-toi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah, très bien, et toi? J'adore quand on se dit bonjour comme si on s'était pas vu Ouais, 5 minutes alors avant, c'est fantastique. J'adore ça. Bonjour à tous, merci d'être venus, c'est cool. Sofiane, moi, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui parce que vraiment, tu es une personnalité incroyable. Tu es quelqu'un d'extrêmement polyvalent. Et la manière dont tu parles de ton métier et de tes différents métiers, parce que tu n'en as pas qu'un, est vraiment, moi en tout cas, m'a inspiré. On a passé 8 semaines ensemble en tournage dans le désert de Ouarzazate. Et tous les matins, j'avais Sofiane au maquillage qui était tous les jours, qu'il soit 5h, 6h du matin, t'arrivais avec une motivation et une envie de bouffer le monde qui, moi, m'inspirait chaque jour. T'es quand même assez extraordinaire. Tu as évidemment commencé avec une carrière de rap qu'on ne présente plus. Tu as fait du théâtre, tu fais du cinéma, tu es producteur, manager d'artistes, tu as un studio de musique, un label de musique, une production, tu produis d'autres artistes. Je ne sais même pas comment tu trouves ce temps dans ta journée. En tout cas, tu as trouvé du temps avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour te lancer, parce que vraiment, l'important, c'est que ce soit toi qui parles aujourd'hui. Mais où est-ce que tu trouves toute cette envie de tout bouffer? On rentre direct dans le vif? Ok, Ouais. on rentre direct dans le vif. En réalité, cette envie de tout bouffer, elle a été nourrie par énormément de frustration. Elle a été nourrie par énormément de frustration parce que j'étais un petit peu... Je vais commencer cette masterclass avec une phrase qui est dite dans un de mes textes où je dis 90 minutes sur le banc. Et à l'époque, j'avais vendu 300 000 albums et je disais 300 000 albums dans les arrêts de jeu. Il y a une espèce de longue période, de longue traversée du désert pendant laquelle j'ai pu observer, j'ai pu voir, comprendre les fonctionnements. Et en fait, tous les fonctionnements de ces métiers que je pratique aujourd'hui, je les ai appris en amont. J'ai eu le temps de les observer, j'ai eu le temps de les digérer, de les mâcher, de les comprendre. Et quand il a été l'heure de les appliquer, ça a été juste naturel en fait. Donc en fait, je fais que dérouler des plans que j'ai pu avoir dans la tête pendant toutes ces années où j'attendais mon tour, où j'attendais qu'on me donne la parole, qu'on me laisse ma place, qu'on me laisse jouer, qu'on me laisse chanter et qu'on me laisse m'exprimer. Et par la suite, bah, effectivement, mais vraiment naturellement, c'est pas un plan qui a été mis au point autour d'une table avec des mecs avec des blouses dans des laboratoires, pas du tout. Ça a été juste super naturel. C'était juste super pas simple parce qu'il a fallu encore enfoncer des portes et jusqu'à aujourd'hui. L'énorme défi que j'ai moi aujourd'hui, c'est de mettre à jour tous ces différents mondes dans lesquels j'évolue. C'est-à-dire que je peux être l'artiste que je suis dans un art urbain ou au cinéma ou en série. J'aurais besoin peut-être de mettre à jour quelqu'un avec qui je vais avoir un business, une affaire, etc. C'est la personne ou l'interlocuteur que j'ai en face de moi n'est pas forcément au parfum de qui je suis dans tel monde ou dans tel monde ou dans tel monde. Et mon gros défi aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre, de passer ce potentiel de monde en monde. Et en fait, ça a été ça, c'est ça un petit peu la clé, c'est ça mon plus gros défi en réalité, c'est de voyager de monde en monde, parce que tous ces métiers sont des métiers culturels. Donc en réalité, ils sont tous autour de la même table. Mais ces cultures ne se regardent pas forcément. Elles ne se connaissent pas forcément et elles font appel, ou tout du moins elles sensibilisent des strates différentes de la population. Et ça va sur différents aspects, différents curseurs, des curseurs culturels, des curseurs sociaux, etc. Et en fait, passer d'un monde à l'autre, c'est ça, je pense, mon plus gros défi actuellement. Voilà. Enfin, c'est un défi que tu as déjà relevé vachement, parce que t'as commencé à faire du rap à quel âge?
10-11 ans. Ouais. Petit, ouais. Petit. Et comment t'es passé de ça au théâtre? Alors en réalité, il faut savoir que le théâtre, c'est mon premier amour. C'est-à-dire que je viens de l'écriture et je viens à la lecture par le théâtre et je viens à l'écriture par le théâtre. J'écrivais des choses avant d'écrire du rap. En réalité, c'est mon environnement et c'est l'endroit où j'ai grandi, c'est la culture de l'endroit où j'ai grandi qui m'a amené au rap. Parce que c'était naturel, parce que c'était notre manière de nous exprimer et que c'était nos mots en réalité, que c'était ce qu'il y avait de plus cohérent et de plus logique. Voilà. Mais en revenant au théâtre, en revenant à l'écriture, hors forme rap et chanson, je suis revenu en réalité à mes premiers amours, c'est tout. Au moment où moi je lis du théâtre, au moment où je lis des poésies, au moment où je kiffe en écrire, j'ai 10 ans, j'ai 11 ans, je vis à Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Les stars, c'est pas les poètes. Les mecs populaires, c'est pas les lecteurs. C'est pas forcément le truc. Voilà, on était beaucoup plus populaire à être bon au foot ou à être bon en rap qu'autre chose. Donc voilà, je me suis juste adapté à mon milieu naturel. Et aujourd'hui, bah, en réalité, je suis juste encore plus cohérent avec ce que je suis de base en allant vers le théâtre, etc. Au moment où je vais vers le théâtre, c'est-à-dire il y a quelques années, je suis en pleine explosion en termes de rap. J'ai France Culture qui vient me chercher et qui me dit voilà, on veut faire Gatsby le Magnifique à Avignon et pour nous, Gatsby, aujourd'hui, c'est toi. Voilà, donc on aimerait que ce soit toi. Donc déjà, j'apprécie le toupet, j'apprécie le culot et je saute dessus. Immédiatement, je saute dessus en me disant waouh, ils ont vu ça chez moi. C'est fou. Et c'est ce truc que je cherchais à cacher parce que le rap est ce qu'il est. Le rap est ce qu'il est, et l'image des rappeurs est ce qu'elle est, et qu'on le veuille ou non, on est toujours à se rapprocher d'un stéréotype ou à ce qu'on attend de nous. Donc j'envoyais une image d'un rap très dur, venant de quartiers très durs, et je me suis dit, ouais, ils ont vu ça chez moi, ces mecs-là. Et ça m'a flatté vraiment, donc j'y suis allé vraiment les deux bras et les deux jambes, et j'y suis allé à fond. J'ai adoré. Ça a fait l'effet que ça a fait. Je suis retourné à Avignon l'année d'après, et l'année d'après. Et jusqu'à ce qu'on finisse en résidence au Théâtre du Châtelet à le jouer. Et c'était un petit peu aussi, pour rien vous cacher, et pour recentrer un petit peu sur l'art de jouer, sur le cinéma, une manière de faire mes preuves, une manière de gommer ou d'essayer de balayer ce syndrome de l'imposteur, pour moi, il était inconcevable d'être un rappeur au cinéma. Je respecte mes collègues, je respecte la manière dont ils le font, je respecte ceux qui les sollicitent pour les rôles dans lesquels ils les sollicitent. Et des fois, c'est très bien fait. Et ça me va très bien. La majorité vont jouer dans des séries ou dans des films avec leur sobriquet, leur nom de rappeur. Et je respecte ça. Malgré tout, moi, dans ma tête, il était hors de question qu'on m'appelle pour jouer dans des films pour les millions de followers ou tout du moins uniquement pour ça. Voilà, je voulais pas qu'on m'appelle uniquement pour ça. Donc, je me suis dit, je vais me faire violence. Je vais aller faire ce qu'ils ont tous peur de faire. Donc, je vais aller me coller devant des scènes à jouer du Shakespeare, du Moajdi Mouawad, du Fitzgerald. Et je vais leur montrer. Et en plus, je vais me former. Voilà, je vais me former. Je prends pas du tout comme un désavantage le fait de ne pas avoir suivi tout ce cursus école de théâtre, école d'acting, etc. Au contraire, quand j'arrive sur un plateau ou que j'échange avec des comédiens avec lesquels certains je suis très proche, ils se connaissent tous de l'école, ils se connaissent tous de leur formation, ou alors ils se connaissent tous de ce milieu. Moi, j'arrive un peu en ovni, et il est hors de question il était hors de question que je ressente même un gramme de condescendance. Oh, il est gentil, il est sympa, il fait l'affaire le rappeur, hein, c'est cool, bon, c'est sympa. Alors tu peux tweeter le truc, tu peux poster, parce que je voulais pas. Voilà, je voulais que des réalisateurs viennent me chercher vraiment pour ce que j'avais à apporter pour un rôle, pour ce que je pouvais nourrir dans un film, et limite pour rien d'autre. Voilà. Donc je suis tous les matins, puisque tu parlais des matins, je suis tous les matins à faire mes preuves. Je suis tous les matins pour les joueurs de poker, à mettre tapis. Voilà, on y va. On envoie tous les matins, on joue notre chemise tous les matins, on prend des risques sur les projets qu'on prend, on est exactement à l'endroit où on ne nous attend pas. Et surtout, au-delà d'essayer de faire ressortir ce truc chez les gens de waouh, on est là, il est là où on l'attend pas, il est étonnant. Au-delà de ça, juste essayer de
juste essayer de kiffer en fait, juste essayer de prendre du plaisir, de moi aimer ce que je fais. Voilà, quand je fais un Shakespeare, carrément, pour revenir sur cette histoire de théâtre, quand je fais un Shakespeare à Avignon l'année dernière et que je fais adapter Les Deux Gentilshommes de Vérone, qui est une pièce très rarement adaptée et très rarement mise en scène, j'ai honte d'aller faire un Shakespeare. Parce que je me dis, j'ai une déférence pour le théâtre, c'est vrai que j'en fais des caisses, mais j'ai une déférence pour cet art-là. Je me dis, bon, on ne joue pas un Shakespeare maintenant, on ne joue pas un Roi Lear à 35 ans, on ne joue pas Othello ou Hamlet, comme ça. Donc voilà, on va passer par un petit Shakespeare, dans toute modestie, en toute humilité, et on va essayer de donner ce qu'on peut. Et on va se faire plaisir, voilà. Mais d'où ça vient cette idée de vouloir faire ses preuves? Parce que moi, je connais aussi cette sensation et je pense qu'il y a plein de jeunes qui veulent rentrer dans ce métier et qui ont l'impression qu'il faut faire ses preuves, qu'il faut être accepté. Mais on va être accepté par qui et pourquoi? Tu sais ça? Forcément, une reconnaissance de ses pairs. Ouais. On n'est pas comédien parce qu'on se réveille le matin et qu'on se dit « je suis comédien ». On est comédien et tout du moins on est bon comédien parce que nos pairs nous disent qu'on est bon comédien. Être reconnu par un milieu, c'est essentiel. Se dire dans son coin je suis bon, c'est super, mais que personne ne le reconnaisse autour, il n'y a pas plus frustrant. Il n'y a pas la première victoire d'un artiste dans son art, peu importe lequel, que ce soit la chanson, l'acting, la peinture, peu importe, c'est d'être reconnu par son milieu, c'est d'être reconnu par ses pairs. Donc, en premier lieu, avant même la reconnaissance du public, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est être accepté, être reconnu, être invité dans ces mondes. Parce qu'on a beau dire, quand on a eu du succès, waouh, t'as défoncé les portes, c'est énorme, tu t'es imposé. Non, tu t'es pas imposé. On t'a invité, voilà. Ce que t'as fait, c'est cool, et on t'a invité à recommencer. Voilà. Remontre-nous. Est-ce que et à un moment, on n'est pas. Il y a des comédiens, des acteurs qui ont eu une vie de jeu, une vie de cinéma, et c'est des acteurs. Et on peut t'attribuer ce nom à toi aussi, cet adjectif. Tu es un acteur. Malgré tout, tu n'es pas cet acteur-là. Tu es un acteur. Cool. D'accord? Tu vas récupérer toute l'humilité, toute la modestie qui va avec. Et puis aujourd'hui, je pense que je suis personne, moi, pour m'exprimer sur l'évolution de cet art et de ce monde, mais évidemment, les stars se font beaucoup plus rapidement. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, etc. C'est génial. C'est le gamin du dernier film de tel réalisateur. Il est fantastique, c'est extraordinaire. Et peut-être que dans 2 longs métrages, bon, il n'est pas si extraordinaire que ça. et c'est un peu, voilà. Et on a l'impression que tout le monde est arrivé en fait. Voilà, je suis arrivé, c'est bon, c'est bon, j'étais nominé au César, j'étais au dîner des révélations, j'étais ci, j'étais ça, c'est bon. Non, t'es arrivé nulle part en fait. Tu remets ta ceinture en jeu à chaque fois. Tu remets ton titre en jeu à chaque fois. Si, pour peu que tu aies un titre, voilà, tu remets ce truc à chaque fois en jeu, à chaque fois sur la table. Et en plus, pour moi, c'est un enjeu supplémentaire parce que tous ces mondes me regardent mettre ma ceinture en jeu à chaque fois. C'est-à-dire que le monde de la musique, quand je prends un risque ou quand je vais sur un nouveau rôle ou quand je vais défendre un personnage ou un film, me regarde. Le monde du cinéma, quand je sors un nouveau clip, un nouveau titre, me regarde, etc., etc. Et au-delà de ça, tout à l'heure, tu parlais de production, d'édition ou de business. Ce monde aussi me regarde. Voilà, alors il est cool, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? C'est quoi son nouveau truc, etc. Et en fait, accorder tout ça, ce sera mon plus gros défi. Voilà, on a un peu l'impression... alors, cette histoire de cases et de cloisons entre les artistes et entre les arts, on la connaît tous, mais toute modestie gardée, toute humilité gardée avec le nom que je vais prononcer, on ne prenait pas la tête à De Vinci, parce que lundi, il inventait une machine, que mardi, il faisait une peinture, et que mercredi, il sculptait quelque chose, en fait. Il suivait ses envies, en fait. Et je ne me prends pas pour De Vinci, qu'on se mette d'accord. Mais c'était un débat qu'on n'avait pas dans les siècles passés. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre, d'identifier. Ok, c'est un comédien, ok, c'est un chanteur, ok, machin. Mais en fait, si j'ai envie de tout faire, avec tout le respect, je sais que je ne dois pas dire ce genre de mots, mais je t'emmerde, quoi. Voilà, j'ai juste envie d'aller me faire plaisir. J'ai juste envie, et si je pense que j'ai le potentiel, et si je pense que j'ai juste envie d'aller faire, d'aller sublimer un rôle, d'aller sublimer une histoire, voilà. Pour revenir pour recentrer cinéma, ce qui me branche, moi, au-delà de faire des petits films d'auteur
ou faire de gros films de plateforme. Ce qui me branche, voilà, déjà j'aime faire les deux. Et ce qui me branche, c'est de raconter des histoires en fait. Et de donner le meilleur de moi, de donner un réa. Il y a un truc d'équipe dans le cinéma que je retrouve de mes premiers amours de rap. C'est-à-dire que quand on est un artiste et qu'on est mis devant, et qu'on est sous la lumière, et qu'on ramène des coupes et des médailles, et que c'est fantastique, et que c'est génial, à un moment, c'est un jeu collectif, qu'on le veuille ou non. Et ce truc se perd au moment où on est starifié. C'est-à-dire que ça y est, c'est nous en fait. Voilà, c'est toi. C'est plus nous. Et il y a un truc avec le cinéma que je retrouve de mes premiers amours de la musique, c'est que si tu joues pas collectif sur un plateau, si tu fais pas confiance à ton réa, si t'es pas full support avec ton chef-op, si t'es pas agréable, cool et sympa avec les techniciens, etc., bah en fait, on n'est pas une équipe. Et en fait, pour faire une analogie bête, mais avec le monde du football, on peut avoir 11 super joueurs, si on n'est pas une équipe, on n'est pas une équipe. C'est tout. Donc ce truc me fait énormément de bien, notamment au théâtre, notamment au cinéma. C'est que je retrouve ce truc de collectif, de on est ensemble, et on va faire quelque chose, et on va le présenter. Voilà. Et ça me fait énormément de bien. Mais tu as vraiment le collectif chez toi, c'est quelque chose de très fort parce que ce soit dans la musique, je pense à Soulkin par exemple, qui est un artiste que tu as lancé, que tu as soutenu, mais dans le cinéma, l'autre jour je l'ai appelé pour savoir comment il allait, comment allait se passer cette semaine, et tu me racontais ton planning de l'année, mais vous savez, c'est très fatigant. C'est-à-dire que tu vas enchaîner les films et tu ramènes d'autres films que tu as écrits, des projets que tu vas lancer avec telle production, avec tel producteur. Ce côté collectif de ramener, ça devient ce que tu disais du début du rap, mais c'est vraiment de se dire, voilà, c'est tous ensemble, il faut être procréateur en fait de ses propres projets. Bah, c'est très bateau, mais ensemble on va plus loin. Donc en réalité, aller chercher sa part de lumière pour soi, parce qu'on en veut tous. C'est normal, on a tous de l'ego. Il faut savoir en respecter les proportions. C'est-à-dire qu'à un moment, même un petit titre, une petite pièce, un petit film, on ne le fait pas seul. Et je pense que c'est juste que le collectif, c'est la base de tout. Aujourd'hui, vous avez monté un super festival à Biarritz. Personne ne peut se targuer d'avoir fait ce festival seul, c'est faux. Donc c'est une réussite collective et de toute façon, je pense que c'est l'ADN de l'artistique en réalité. C'est vrai qu'il y en a un qu'on va mettre devant ou un groupe ou un visage ou peu importe, mais il faut se rendre compte de l'humilité de tous ceux qui participent à tout ça et qu'on ne mettra pas devant et qui ne recevront pas les lauriers, ni les fleurs, ni la coupe, ni la médaille. Et il faut leur rendre justice. Donc en réalité, je ne conçois pas le truc différemment. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en termes de surcharge de boulot, de projets, etc., c'est juste qu'il faut se mettre à ma place. C'est-à-dire que c'est pas... Quand je me retrouve au théâtre, autour de moi, pour ceux qui savent qui sont ces gens, j'ai Jérôme Kircher, j'ai Xavier Gallet, j'ai Amira Kazar, j'ai Pascal Rénéric, j'ai des mecs qui ont des vies de théâtre derrière eux, c'est des rôles, c'est des monstres. Et celui qu'on met devant, c'est moi. Voilà, parce que je suis qui je suis, parce que c'est cool, parce que c'est moi qui va remplir la salle, parce que machin, oui. Et eux-mêmes en sont conscients. Et limite, j'ai honte. Je me dis, mais en fait, non, en fait. Et donc, ce truc de collectif doit ressurgir encore plus. Je dois grossir le trait. Et quand je dis ça, c'est extrêmement flatteur pour moi. C'est-à-dire que oui, je suis surchargé sur 1 an, sur 2 ans, je suis plein, je suis rempli. Mais comment on refuse un scénario de Rebecca Zlotowski? On ne le refuse pas, en fait. Comment on refuse un projet d'un tel ou d'un tel qu'on admire et qu'on respecte, etc. Et là, en fait, ils sont pleins, en fait, que j'admire et que je respecte énormément, etc. Comment on refuse un Bercy? Comment on refuse je sais pas, comment on refuse ça? En fait, on ne peut pas refuser. Donc en fait, comment on refuse de produire un artiste comme Soul King ou comme Heus? Comment on refuse ça? Je ne peux pas. Donc en fait, je refuse déjà énormément de choses. Comment on refuse l'envie d'écrire? Ça ne se refuse pas. J'ai envie. Je ne peux pas me frustrer à me dire, bon, alors, comment vous faites? Alors c'est quoi? D'accord, pour les longs métrages, c'est un traitement. D'accord, je peux voir, hein? Ok, c'est ça. D'accord, je pense que je peux le faire. Attends, fais voir. Ok, toi, t'es un super auteur. Tu peux regarder? Ok, bon, le climb, tu le mets là, le truc, tu le mets là. Ok, super, génial. Ça va comme ça, c'est cool. Et avec toute l'humilité de la terre, en fait. Je démarre un document, une bible de personnages, un traitement, peu importe. Un signe au cours, on s'en fout. Je me fais baquer, évidemment. Je suis entouré. Voilà, mais si j'ai envie de le faire,
En fait, c'est ça. J'ai le et alors très facile. Voilà, et alors. Oui, mais lui, il a fait que. Alors, c'est qui lui? Tu vois, je suis très comme ça. J'étais sur un tournage pour Netflix avec un réalisateur américain où je jouais un apnéiste. Et le réalisateur américain me regardait et j'essayais de battre des records dans l'eau, ce qui était complètement inutile pour le film. J'essayais d'aller à 35 mètres sous l'eau. La caméra ne peut pas me suivre. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Mais en fait, déjà, j'avais un profond respect pour ce monde et les gens qui me l'ont fait découvrir, numéro 1. Et numéro 2, ce réalisateur, je m'en rappelle, mais vraiment toute la modestie de la Terre. Il me dit, mais pourquoi faire, en fait? Pourquoi tu veux battre ton record d'apnée statique? Pourquoi tu veux... Parce que j'avais regardé 10 vidéos de Tom Cruise sur Mission Impossible qui avait fait tant de temps, et je le regardais, je disais, if Tom Cruise can do it, I can do it. Je disais, c'est qui lui, en fait? Tu vois? Et dans ma tête, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai pas peur, en fait. C'est qui ceux-là? Tu vois? Et attention, c'est une énorme marque de respect, c'est une profonde admiration de... Je peux essayer de faire ce que ces mecs que je respecte et que j'admire font et avec lesquels ils ont impressionné autant de gens. Je m'en sens capable. Je peux essayer. Peut-être que je vais rater, mais je vais essayer. Et c'est comme ça que j'arrive un peu sur tous les pans de culture ou d'artistique sur lesquels je me lance. Et au-delà de ça, quand tu parlais de production, ça c'est un énorme défaut, c'est que j'ai besoin de comprendre comment ça marche. Sinon, j'ai besoin, pour être un bon défenseur, de comprendre le rôle de l'attaquant, de comprendre le rôle du coach, de comprendre à quoi sert le milieu, de comprendre à quoi sert le goal, etc. J'ai besoin de comprendre le poste de chacun. Donc quand je suis sur un film, j'ai besoin de donner au monteur du gras. J'ai besoin de donner au réa des choix. J'ai besoin d'aider le mec, le chef électro, à ce que sa lumière tombe, et j'ai besoin qu'il me dise, ok, si tu te mets comme ça avec le chef, voilà, si tu te mets comme ça, on est bon. Ok, dis-le moi. J'ai besoin de le savoir. Parce que j'ai besoin de t'aider à jouer ta partition. Parce que tu es en train de m'aider à jouer la mienne. Et en fait, ça devient maladif. Le collectif. Ça devient maladif, en fait. J'ai besoin de te soutenir à ton poste pour que toi, tu me soutiennes au mien. Et voilà comment je me... Et donc, à décanter cette machine, à ouvrir le capot. Ok, les diorides vont là, les bougies vont là, très bien, le moteur fonctionne comme ça. On peut fabriquer un moteur, en vrai, c'est pas un truc de ouf, hein, on peut essayer. Hein. Bon, viens, on essaye. Et ça marche. Et je fais les premiers, wow, ça marche. Un deuxième? Allez, un deuxième, allez, on commence. Et ça se passe comme ça, en fait, et de fil en aiguille, je me laisse s'emporter, je me laisse embarquer, et ensuite, tout mon entourage me regarde, me dit, mais tu vas dormir? Tu vas vivre? Comment tu vas faire? Donc, je suis aussi dans des exigences de chef d'entreprise. Et donc, je suis dans des exigences d'optimisation de temps, de planning. C'est une torture, mais ça fait partie du truc. Mais donc, d'être autodidacte, quelque part, d'apprendre. Moi, je t'ai vu, justement, pendant ces 8 semaines, regarder des tonnes de vidéos sur YouTube, apprendre. Chaque jour, t'apprenais. T'es passionné d'histoire. Tous les matins, il me disait, tu connais tous les noms des gouverneurs romains? Non, des empereurs romains. Il fallait que je t'en cite au moins 5. T'es un passionné de stratégie, de guerre. Ça. C'est génial. Non, mais c'est passionnant parce qu'en fait, c'est ça aussi. On est une génération où tout est accessible aussi via Internet. C'est vrai. On peut en effet comprendre comment le moteur fonctionne et comprendre comment y arriver. Le problème, finalement, c'est d'entrer dans la première porte, parce que finalement, quand tu viens du rap, la première porte pour le cinéma, elle est compliquée. Mais toi, avant d'entrer dans la première porte, t'as voulu comprendre ce qu'il y avait derrière la porte. Ouais, et puis en plus de ça, tout est guidé par l'envie. Vraiment, tout est guidé. Je me force à rien. C'est-à-dire que j'ai besoin de commencer par le compliqué. Voilà, j'ai besoin de commencer par le dur, par l'exigeant. J'ai besoin de ça. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Et plus je me trompe, parce qu'évidemment, on voit que les succès des gens, on voit pas tout ce qui s'est cassé la gueule, le nombre de fois on s'est trompé. C'est juste avoir la force d'y retourner. Voilà, tu fais référence à l'histoire. Voilà, je vais décanter ce truc parce que sinon je passe pour un mec chelou. Ce truc d'histoire, en fait, je suis passionné par l'histoire parce que je suis passionné par l'histoire des hommes, en fait. C'est l'histoire des trajectoires des hommes. Autant des empereurs romains que de l'histoire de France, ou que peu importe l'histoire dans le monde, en fait, il y a des hommes qui ont marqué leur temps. Et ils m'impressionnent.
il m'impressionne de concentration, il m'impressionne de trajectoire, il m'impressionne d'accidents, de s'être trompé, de s'être relevé et d'être retourné de l'avant. Ça m'impressionne. Alors évidemment, les histoires qui sont les plus connues au XXIe siècle, c'est les histoires des grands hommes, c'est l'histoire des rois, c'est les histoires de mecs qui ont changé le monde. Et c'est énorme et archi prétentieux de dire que je m'en inspire, mais j'essaye. C'est-à-dire que je suis en comparaison constante. J'avais 31 ans, je regardais la vie de Napoléon, il était empereur d'Europe, empereur d'Occident à 31 ans. Comment t'as fait ça, en fait? Je veux comprendre, parce que moi je suis au café, en fait, et toi t'es empereur, je veux comprendre. Et il y a juste ça, voilà, c'est les trajectoires des hommes qui m'inspirent. Et puis au-delà de ça, même de l'histoire antique, l'histoire contemporaine. De nos jours, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et ma manière de changer le monde à moi, bah, c'était pas la guerre, c'était l'art. Voilà, c'était par ça. Je suis convaincu qu'une chanson peut changer la vie de quelqu'un. Je suis convaincu qu'un film peut changer la vie de quelqu'un. C'est certain. À moi, ça me l'a fait. Et quand ça te l'a fait à toi, tu brûles de le déclencher chez les gens, en fait. Tu brûles. Donc, évidemment, le premier moteur, le premier levier, c'est pas la fame, c'est pas l'oseille, c'est pas tout ça. C'est déclencher chez les autres ce que certains ont déclenché chez toi. Et le cinéma a vraiment changé ma vision du monde. M'a fait réfléchir sur moi, sur ma condition, sur ce que j'étais, sur ce que je rêvais d'être. M'a montré des histoires extraordinaires. Et pas que par les biopics. Des fois, je suis plus touché par une fiction que par un biopic. La manière dont on construit un personnage, sa psychologie, la manière dont il va tomber et se relever, ça conditionne la vie d'un jeune mec, la vie d'une jeune femme, mais la vie d'un jeune. Il y a des films qui m'ont... Il y a un cinéma qui m'a énormément marqué. Je suis un gamin des années 90. Le cinéma... afro-américain, italo-américain, hispanique des États-Unis des années 90, c'est un choc total pour moi et ma génération et les gens du milieu duquel je viens. Mon label s'appelle Affranchi Musique. C'est Goodfellas de Scorsese. Tu vois, on s'habillait comme eux, on parlait comme eux, on se prenait pour eux. Voilà, c'était notre curseur d'identification, notre repère d'identification. Et voilà. Et il y a d'autres films, je me rappelle moi de films français qui ont marqué mon enfance. C'était fou de parler de la crise avec Vincent Lindon. C'était fou de parler de La vie est un long fleuve tranquille et de La famille Groseille, parce que c'est nous, en fait. Ces films-là, il y a des films dans les années 90 qui ne venaient ni de Pologne, ni des États-Unis, ni d'autre part dans le monde, qui étaient des films français et qui nous parlaient profondément. Et aujourd'hui, de plus en plus, l'arène dans laquelle le film se passe ne conditionne pas la manière dont ça va heurter les gens. Généralement, aujourd'hui, il y a énormément de films urbains, de films dans le monde des cités, et on se dit, bon, bah, les premiers clients, les premiers qui vont se jeter sur ce film, bah, c'est les gens que ça concerne et à qui ça parle. Et pas du tout. En fait, pas du tout. Les gens, ce qu'on appelle c'est un mot horrible en réalité, c'est une espèce de tiroir, c'est horrible ce terme, mais bon voilà, vont aller beaucoup plus sur des histoires qui leur font découvrir des mondes, sur des arènes qui leur font découvrir d'autres choses. Les films de cité, c'est très bien pour le reste du monde. Il y en a d'autres qui ont été des curseurs et des marqueurs importants, je pense à La haine, mais la majorité sont... Je critique personne dans ce que je vais dire, personne. Mais pour parler de l'arène que je connais très bien moi, sont des codes et des références très datés. C'est très daté, c'est-à-dire que c'est plus du tout comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et en plus de ça, mon milieu a besoin d'arriver à se voir en fiction. Voilà, c'est pas forcément un documentaire, c'est à un moment, on n'est pas obligé de coller à la réalité, etc. Donc mon milieu doit se remettre en question aussi. Et c'est très bien. Quand je parle de milieu, je parle d'arène et un peu de ce monde de banlieue, mais pareil avec le rap. Pareil avec le rap, quand Franck fait valider, tout le rap français dit c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est
une arène qu'on fait découvrir aux autres, en fait. Je pense que si un rappeur avait fait valider, il se serait complètement trompé. Et il a rendu ce monde accessible, et c'est très bien comme ça. Et c'est ça l'art, en réalité. Et le cinéma le fait encore mieux que tous les autres arts, c'est s'approprier un monde, le raconter, y raconter une histoire, y créer une fable. C'est comme ça qu'on sensibilise les gens, c'est comme ça qu'on amène les gens à une culture, à un monde, et à des codes, et à découvrir, et juste à kiffer, en fait. Parce que pour moi, c'est ça la clé. Voilà. Tu parles bien des fables et tu écris, Ouais, je bricole. tu bricoles. On- Et qu'est-ce qui te pousse à écrire? Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Ouais. L'envie de donner ma vision à moi. L'envie de donner ma vision à moi. J'ai un peu l'impression... euh, c'est que ça, être un artiste, en réalité. C'est chanter des chansons par son prisme, jouer des rôles par son prisme, montrer quelque chose de soi et une vision qu'on a. Et si on se sent d'emmener une équipe, et on revient toujours à l'équipe, d'emmener une équipe à montrer et à partager cette vision avec le reste du monde, eh ben, faut pas s'en priver, faut y aller. C'est pas... Et puis au pire des cas, on se trompe. C'est pas un truc de ouf. Ça va. Ça va. Et alors? Mais c'est vrai, parce qu'on pense toujours, les plus jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, que ce soit le cinéma ou la musique ou la création, c'est toujours un peu de se dire, mais pourquoi moi, j'aurais quelque chose de plus à dire ou à faire? Comment rentrer, comment se justifier pour rentrer dans ce milieu? Et comment finalement faire ce premier pas? Si tout d'un coup, là, tu avais 20 ans, que tu devais commencer, tu avais tous ces accès d'Internet, de ChatGPT, d'accès un peu à apprendre tout, ce serait quoi la première porte que tu pousserais? C'est la porte des humains. C'est-à-dire qu'au-delà d'essayer de se construire une image, devenir une star ou devenir populaire ou se créer un nom, avant ça, aller à la rencontre de ce monde, aller à la rencontre de ces métiers. C'est comme les arts martiaux. Quand tu arrives à un certain niveau d'arts martiaux, tu as envie d'aller apprendre de tels grands maîtres, et de tels grands maîtres, et de tels grands maîtres. Et c'est exactement comme ça que je vois le truc, en fait. Des fois, je vais toquer à des portes. Je suis même venu... Regarde, je suis venu toquer à la tienne. En réalité, tu vois, il y a des gens dans ces mondes différents, que ce soit le monde du cinéma, le monde de la musique, ou tout le monde des arts en général. Il y a des gens qui sont fermés, qui ne comprennent pas comment on peut inviter quelqu'un d'autre dans ce monde, c'est n'importe quoi. Mais attention, dans le rap aussi. Hein. Et il y en a d'autres qui ouvrent une porte, qui disent ah bon, c'est pas mal ce que tu fais, raconte ton truc, et qui sont open à ça. Et c'est grâce à ces gens-là que les couleurs se mélangent et qu'on crée de nouvelles couleurs en réalité. Je te prends toi en exemple. Toutes ces conversations qu'on a eues, que toi et moi, quand je te disais il nous faut un moment closerie, tu te souviens de ça? Voilà, je le dis devant tout le monde. Parce qu'on aime bien la closerie des Lilas à Paris. Et on a un type de conversation autour de ces tables à la closerie. Et il n'y avait que avec Anna que je pouvais avoir ce genre de conversation sur le plateau. Et je lui disais ça, je disais j'ai besoin d'une conversation closerie, là, faut qu'on se parle. En réalité, tu as grandi dans ce métier, tu as grandi dans ce monde. D'autres ont grandi dans ce monde comme toi et se sentent offusqués qu'on vienne essayer quelque chose dans ce monde, qu'on vienne se mélanger, qu'on vienne bousculer, brusquer. Toi, non. Toi, non. Toi, c'est bizarre, mais tu te lances des défis énormes tous les 2 ans, toi, tous les ans. Ah, ouais, bon, bah, on était ensemble là. Tu vois, aujourd'hui, vous avez monté un super événement à Biarritz, qui est en plus axé sur la jeunesse, sur cette nouvelle vague et sur ces gens à qui on donnait... Le discours d'ouverture était fantastique parce que j'ai entendu quelqu'un dire on va donner à des jeunes la possibilité d'être en jury, ce qu'on leur refuserait habituellement dans d'autres festivals ou dans d'autres endroits parce qu'on ne les pense pas assez expérimentés. Et donner ce crédit à cette vision de la jeunesse, c'est quand même, en réalité, c'est un culot. C'est un culot. C'est un défi. Tu peux te tromper. Tu n'en as pas besoin. Tu peux très bien être en week-end, là. Mais tu as besoin de ce truc. Tu as besoin d'échanger. Tu as besoin d'ouvrir cette porte et de garder cette petite porte ouverte. Et je pense que c'est ce qui t'anime. Et sans vouloir trop se poser de questions, pourquoi, du comment, tu
Tu te lèves le matin, tu te lances des défis. Je suis un peu pareil. Ils sont plus ou moins gros, plus ou moins importants. Mais si on ne prend pas de risque, on n'est pas vivant, en fait. Et j'ai besoin, moi, d'aller jouer ma chemise, d'aller mettre tout en jeu tous les matins. Et quand je vais accepter le rôle d'un apnéiste, je joue tout. Vous imaginez mon public rap? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu fais quoi? Pourquoi? Tu veux pas nous faire un zénith, là? T'es un peu relou, tu vois, Et oui, mais non, mais je vais vous montrer, je vais prouver, vous allez voir, etc. Et je me retrouve avec... Donc je m'étais déjà retrouvé avec une génération entière de jeunes rappeurs qui venaient toquer à ma porte en me disant « Oui, mais regarde, toi, t'as galéré 10 ans, c'est un cas d'école, ça déchire, c'est génial, tu l'as fait, t'as réussi. » Et aujourd'hui, je me retrouve avec énormément de jeunes comédiens, en fait, de jeunes acteurs, et pas forcément, en plus, de mon monde, très banlieue, etc. Mais il faut que j'arrête avec cette histoire de banlieue. Mais qui viennent me voir et me dire « Ouais, mais en fait, t'as pas de formation d'acteur. Bon, j'ai pas de formation d'acteur, on va se calmer. J'ai des gens qui m'aident. Je bosse énormément. Je me donne beaucoup de mal. Mon école, elle est publique à moi. Mon école, je la fais devant vous, en réalité, de rôle en rôle et de risque en risque. Donc, si je prends ce risque-là, c'est non seulement pour prouver, mais aussi pour me prouver. Et puis moi, c'est ça qui m'anime. Je suis un peu chelou comme mec, tu vois. Donc voilà. Donc de là, les jouer, c'est super. Et pourquoi pas les écrire? Et pourquoi pas les réaliser? Et pourquoi pas les produire? Et pourquoi pas? Et voilà. Et pourquoi pas aller essayer de jouer un autre poste, de comprendre un autre enjeu, un autre feu qui anime telle personne ou telle personne. J'ai envie, je suis juste un curieux en réalité. Je suis juste un curieux. Hein? T'as faim. J'ai les crocs. J'ai les crocs. Mais c'est ça aussi, c'est ça le secret. Faut garder la faim. C'est surtout que y a rien d'interdit en fait. Il y a rien. Il y a des mecs. J'ai cette rengaine habituelle, mais c'est important. On se pense tous spéciaux quand on est plus jeune. On se dit qu'on est différent, on se dit que nous c'est pas pareil, et qu'on va donner quelque chose au monde que le monde n'a jamais vu, et qu'on va tout révolutionner. Et des fois c'est vrai en fait. Des fois, mais c'est vrai. C'est se dire que c'est vrai, se dire le penser tellement fort que les autres l'entendent en fait, et avoir une trajectoire qui va en inspirer d'autres. D'autres l'ont fait, pourquoi pas toi en fait? C'est juste ça. C'est si tu n'y vas pas, tu ne le sauras jamais. Voilà. Donc aller se tromper, c'est très bien, et j'encourage évidemment ce truc. Et puis en plus, c'est ça qui est dur, c'est que c'est des mondes qui sont durs avec ces nouveaux venants, avec ces nouveaux arrivants. C'est super exigeant. Je prends un album ou un film, qu'il ait été fait avec de bouts de carton, un bout de ficelle et de tréteaux, ou qu'il ait été fait avec 30 millions d'euros et que ce soit une super production, en fait, le ticket de ciné, il est au même prix et on s'en fout. En fait, c'est juste quel est le propos, qu'est-ce que tu donnes, et ensuite tout est mélangé et le public fait son choix naturellement. Donc c'est pareil avec les albums, qu'il ait été enregistré aux États-Unis, qu'il y ait des millions d'euros de budget autour de l'album, ou qu'il a été enregistré dans une cave du 92 avec un ingé un peu compliqué, etc. On s'en fout en fait. On est jugé de la même manière, on est jaugé de la même manière, et je pense que c'est uniquement ce qu'on est, la personnalité qu'on est, et ce qu'on a voulu défendre ou montrer qui fait la différence. C'est l'authenticité de son propos, c'est la loyauté avec sa démarche qui fait que c'est honnête, c'est sincère, c'est bien reçu. Et voilà, si on y va pour les chiffres, on se trompe. Clair, net. Je préfère un film qui a changé la vie de 5 mecs qu'un film qui a fait un super succès et qui a pris des prix en fait. À un moment, il ne faut pas s'éloigner du cœur du truc. Voilà. Si on garde le cœur du réacteur au centre du truc, on peut se tromper, on aura toujours l'envie, l'essence et la pêche d'y retourner. Voilà. Et est-ce qu'il y a un goal ultime? Ouais, mais le problème, c'est qu'il recule à chaque fois. C'est-à-dire que moi, si on m'avait parlé de 10% de ce que je suis ou de ce que je suis en train de faire, oulala, c'est déjà très bien, merci beaucoup. On peut aller un week-end après, c'est cool, merci. Le problème, c'est que le point B recule tous les jours, tout le temps.
Et en fait, par exemple, le monde du cinéma, moi, ces 2, 3 dernières années, en fait, tout ce qu'on m'a dit en face, c'est ouais, c'est possible en fait. Ouais, c'est possible. C'est con, hein, mais allez, j'ai pas pris de prix, moi perso, mais aller en remettre, c'est une invitation. C'est cool, viens, on t'invite, rentre, montre-nous. Et puis on est curieux de voir ce que tu vas donner en tant que comédien, on est curieux de voir ce que tu vas donner en tant que ci, en tant que ça. Allez, montre-nous. Je le prends comme une super chance en fait. Waouh, il m'ouvre une porte pour de vrai. Bon bah là, c'est à moi de mettre mon but de 40 mètres et de montrer que je suis bon et que j'ai ma place et en plus de ça que je vais pas être juste un nouvel acteur ou un nouveau truc. Non, non, j'ai quelque chose de spécial, je veux le montrer. Et je vais retourner la pièce. Et vous allez tous me regarder. Et là, je vais avoir un spot qui va faire que je vais pouvoir vraiment me montrer. J'ai accepté des rôles des fois en prenant énormément de risques parce que je me disais, c'est pas le truc qui m'anime le plus. Par contre, sur mon parcours, pour qu'on me propose les rôles que je veux vraiment jouer plus tard ou après, eh ben, je vais passer par tout ça. Voilà, je vais donner, je vais montrer, je vais prouver toutes les palettes que je peux avoir, etc. Moi, par exemple, j'avais un énorme problème sur les premières propositions qu'on me faisait. C'est la fragilité d'un personnage, la sensibilité d'un perso. Comment ce mec-là, qu'on voit très rappeur, et très 9-3, il va nous montrer un côté sensible chez un personnage, comment c'est possible. Et il a fallu que certains me donnent la chance de montrer ce truc. Eux aussi, c'est des artistes. C'est-à-dire qu'il faut être un artiste pour reconnaître quelque chose chez un artiste. Donc je pense que ce mec, je n'ai jamais vu ce truc chez lui, mais je pense qu'il l'a. Et je pense qu'il peut le donner à mon personnage. Et je vais lui donner la chance de le faire. Ça, c'est énorme. Donc, dire... parce qu'on me prête souvent cette image de tu rentres partout et tu roules sur tout et c'est très puissant et tu arrives comme un gros camion et voilà et tu fais ta place dans ces mondes. Non, non. Je fais ma place dans ces mondes parce qu'on m'y invite et parce qu'on m'y respecte et parce qu'on me donne de l'attention, parce que je garde, je pense, toute la modestie et l'humilité du mec qui apprend. Et peut-être qu'un jour, on s'assiera et on dira ouais, non, là, on a jobé, on a bossé, c'était cool. Mais c'est pas l'heure, c'est pas maintenant. Pour l'instant, on est encore en cuisine. On n'est même pas en cuisine, on est à la chasse. Voilà, il faut ramener. Voilà. Ou alors à la cueillette pour les véganes. Voilà, il faut ramener de quoi faire le plat, de quoi le cuisiner. Et voilà. Et si certains y passent 2 heures par jour, d'autres y passent 4 heures, d'autres y passent 24 heures. Et c'est l'appétit de chacun. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a une question pour So? Allez, une petite question, faites pas les timides. Soyez pas timide. C'est sûr que vous en avez une, au moins une. Ouais, cool. Bonjour, je ne sais pas si on se vous voit ou si on se tutoie, mais... On va se tutoyer, ça va être plus facile. Ouais, Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Enchanté, Julien. Enchanté. Qu'est-ce qui t'a aidé dans l'acteur que tu es devenu, qui vient du rap, et inversement, qu'est-ce qui, de ce que tu as appris en tant qu'acteur, t'a aidé dans le monde du rap? En réalité, dans le monde du rap, de la musique, on se met beaucoup en scène. On se met beaucoup en scène dans les clips, c'est énormément de mise en scène. Donc, c'est pas que j'ai pas été dépaysé, c'est des... moi, je suis au feeling, je suis à la sensation, je suis à l'émotion. Voilà, c'est des sensations et des émotions différentes, mais au final, le fond du truc, c'est toujours, voilà, j'ai cuisiné ça, je vous le montre. Voilà, c'est juste ça. Manger. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. T'aimes bien, c'est cool. C'est juste ça. Il y a une démarche commune. C'est pour répondre. Il y a une démarche commune à tous ces trucs. Ce qui m'a aidé en tant qu'acteur, ça a été d'être plus ou moins désinhibé. Voilà, je monte sur des scènes depuis des années. Aller sur une scène de théâtre ou chanter des chansons, c'est pas pareil, mais c'est relativement. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand je vais jouer une pièce sur une scène, c'est différent d'un de mes concerts, parce que dans un de mes concerts, ils connaissent tous les chansons, en fait. Et là, je reviens à mon état d'apprenti rappeur, je vais vous chanter quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendu, mais je vais essayer de vous accrocher avec. C'est un peu pareil avec le théâtre. Et puis ce qui a été super cool en plus, ça a été d'amener des gens au théâtre qui n'avaient jamais foutu les pieds dans une pièce de théâtre. Il faut se rendre compte, quand on joue Gatsby à Avignon, la moitié des gamins dans la pièce ne connaissent pas l'histoire, même pas le film avec DiCaprio. Ils n'ont jamais entendu parler de cette œuvre. Et
Ok, là, on fait découvrir. Ah, là, c'est différent. Voilà. Donc, il y a des œuvres que j'ai voulu faire découvrir à d'autres mondes. Pareil avec le rap. Avec le rap de ma génération, on disait, vous verrez, dans 10 ans, dans 15 ans, tout le monde écoutera du rap. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. C'est que c'est une chance pour moi. Les cultures que j'aime commencent à se rencontrer maintenant de cette génération-là, commencent à s'apprivoiser, commencent même à s'apprécier, parce que les artistes de chansons montent des courts-métrages sur un clip, et parce que les séries et les films se penchent sur ce monde, par exemple. Mais c'est qu'un exemple, hein, tu vois ce que je te donne. Je ne sais pas ce qui m'a aidé de l'un à l'autre, mais je sais qu'il y a énormément de musicalité dans le jeu d'acteur, et je sais qu'il y a énormément de mise en scène dans la musique. Voilà. Donc en réalité, c'est des autoroutes différentes, mais ça reste des autoroutes. Voilà. Donc, et en plus de ça, excuse-moi pour conclure vraiment, c'est aussi des concentrations différentes et des enjeux différents. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vais chanter une chanson sur une scène, je la produis, je l'édite, je la promotionne, je suis à tous les postes autour de cette chanson. En tant qu'acteur, là actuellement, même si j'ai des velléités à produire, à écrire, et même à réaliser, tu vois, et alors, même si j'ai l'impression que c'est commun, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que c'est commun. Là, en l'occurrence, je dois faire confiance à quelqu'un. Je repars au début de quelque chose. Donc, je dois faire confiance à un réa. Je joue super bien, il me filme mal, on n'est pas bon. Je joue super mal, il me filme bien, ça peut passer. Donc, je ressens ce truc de début dans une carrière artistique, de faire confiance. Je dois faire confiance, je dois me lâcher, je dois m'abandonner, et tout en sachant que je remets toutes ces ceintures de ces métiers différents en jeu, sur chaque projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est risqué. En réalité, je pense que je ne suis pas fait pour le confort. Voilà, je pense que je ne suis pas fait pour ça. C'est incroyable comme je me sens bien dans un film avec des difficultés. Tu vois, c'est incroyable comme je me sens bien quand c'est déstabilisé, quand c'est en catastrophe, ok, bon, vous inquiétez pas, ça va aller. Parce que des fois sur les plateaux, c'est ça. On le sait tous pour ceux qui font du cinéma ici. Quand on est sur un film fragile, etc., des fois, tu as le capitaine du bateau qui chute. Il est démoralisé, il est au bout de sa vie, il a perdu ci, il est dans des enjeux de ça, et son équipe, elle pète les plombs, et toi, tu es là, t'inquiète frérot, je suis avec toi, je suis dans ton dos. Et il n'y a que des trucs d'humains, en fait. Il n'y a que ça. Donc, en fait, on se retrouve dans n'importe lequel de ces arts, autour d'une table entre humains, à se dire, bon, ok, on va le faire, t'inquiète pas, je suis avec toi, t'en fais pas, ok, c'est cool. Et c'est con, hein, mais là, actuellement, bon, je le dis, hein, je suis complètement dans un truc d'enjeu humain autour d'un rôle, sur un film dans lequel qu'on doit faire au mois d'août, d'un personnage du cinéma qu'on connaît, beaucoup connaissent dans la pièce, qui s'appelle Hassan Guerrard, qui réalise son premier film. C'est quotidien. Il me rassure, je le rassure. Oui, t'inquiète pas, attends, je suis sur tous les pans de tout, et je suis full support. Et si on doit s'appeler la nuit, et si on doit s'appeler le dimanche, eh ben c'est rien. Voilà, on va faire quelque chose ensemble, peu importe les heures, peu importe les efforts, peu importe la concentration, le bouffage de crâne, peu importe, on va le faire. Et à la fin, ça a été dur, tu te rends compte. Hein, voilà. Et c'est encore plus beau, ces victoires-là, en réalité. Donc c'est pas que j'aime pas être dans un super grand tournage pour une plateforme, j'adore ça, c'est très bien aussi. Mais quand il y a de l'enjeu, c'est encore pire. Quand il y a de l'enjeu, on peut rater. Parce qu'en réalité, c'est très présomptueux pour quelqu'un de nouveau dans ce milieu, ce que je vais dire. Mais en réalité, un film à 30 millions d'euros, ça se rate pas. Ça se rate et ça se rate pas. Tu vois, c'est bon, il peut être un peu moins bien que bon, mais ça reste un grand film. Un film sur de petites économies, sur un petit budget, en annexe 3, avec
80% de ce plateau qui sont beaucoup plus là parce qu'ils ont envie, parce que ça les anime de se lever le matin que pour le salaire ou pour ce que ça va leur apporter dans leur vie à la suite. Ils sont là parce qu'ils ont ce feu qui les fait se lever ce matin. Parce qu'il pleut, il fait froid, il faut déplacer des lumières, il faut faire ci, il faut brancher des machins, il faut parer à toute éventualité, et il y a un souci, et il y a un runner, et il y a un problème, et il y a un comédien, et il y a un machin. Moi, quand j'arrive le matin sur un plateau, et que en tant que producteur ou en tant que leader dans d'autres aventures, je les vois en réunion de prod le matin, bon, il y a une crise, là c'est la merde, il pleut, comment on fait, etc. Je n'ai pas envie de leur parler de ma loge, j'ai pas envie de leur dire que le runner était en retard ce matin, j'ai pas envie de, je veux pas en fait, je suis pas dans la colonne des problèmes, ok, moi je suis dans la colonne des solutions, ok les gars, alors je suis avec vous, alors c'est pas mon poste de faire ci, pas mon poste de faire ça, mais on va le faire. Parce qu'en fait, tu dépends de moi, je dépends de toi, on dépend tous les uns des autres. Et ça me plaît. Je pense que c'est l'aventure humaine qui me plaît encore plus que le succès potentiel, la défaite potentielle. C'est ce qu'on a vécu à l'instant T, pendant ces mois. C'est ce qui fait que, tu vois, un exemple bête, j'ai tourné Les Sauvages pour Rebecca Zlotowski. Dans le jury de ce festival, il y a 2 personnes qui étaient avec moi sur cette série, qui m'ont donné des sensations de jeu pour la première fois. C'est la première fois que, tu vois, je sortais des scènes avant et on me dit alors t'as aimé, alors tu kiffes, j'avais juste la pression du réa, t'aimes bien, c'est cool, ça fait l'affaire, bon, c'est gentil. Et en fait, j'avais pas eu ces émotions-là moi sur un plateau. Et Dali Ben Salah, Lina Koudri qui était avec moi, qui ont donné une vie pour le jeu, m'ont énormément aidé et invité à ces sensations, à ces émotions. C'est des gens que j'ai au téléphone presque tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, on a partagé un moment de vie duquel on n'arrive pas à sortir. Jusqu'à aujourd'hui, des années plus tard. Tu vois, et puis à la fin de certains tournages, ouais, on se rappelle, c'est sûr, ok, ça, et puis on se rappelle jamais. Mais des fois, il y a eu des aventures, il y a eu des moments, 1 mois, 6 semaines, 2 mois, où on s'est lié d'une manière et où on ne se lâchera pas. Et il n'y a que l'aventure humaine qui reste. Au-delà des chiffres, du succès, du truc, de la critique, de machin, il n'y a que l'aventure humaine qui reste à la fin. Voilà. Désolé, j'ai été long, Julien. C'est cool. Moi, je voulais vraiment te remercier, Anna aussi. Tu viens de nous faire partager un moment, et j'espère qu'il n'est pas fini, un moment, j'espère inoubliable. Tu parlais d'inspiration tout à l'heure. J'ai l'impression là qu'il y a un gros boost d'inspiration. C'est cool. J'ai plein de questions à te poser, mais je vais en poser que 2. Est-ce que tu as rencontré un jour, quand tu étais petit, ou je ne sais pas à quel âge, un Sofiane qui a eu un déclic? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a inspiré? Et une deuxième question qui est peut-être un peu perso, j'en sais rien. Est-ce que tu es un zèbre? Est-ce que le fait d'être zèbre te parle? Tu n'es pas obligé de répondre, mais bon. Alors, mon fils l'est, mais de ma génération, les diagnostics, c'était pas la mode. Donc peut-être. Et est-ce que j'ai rencontré un Sofiane? Ou une Sofiane? Petit non, mais, pardon, je vais la reciter, mais Rebecca Zlotowski, c'est une fusée d'humain, elle est d'une intelligence, elle est d'une manière. Quand elle me dirigeait sur Les Sauvages, je ne savais pas ce que j'avais en fait. Je ne me rendais pas compte du temps précieux de sa direction, de son intelligence, de sa finesse. À la suite, avec d'autres réas, et sans critiquer personne, ça m'a énormément manqué. Là, actuellement, je suis sur un film d'une réalisatrice qui s'appelle Manel Labidi, qui avait fait un divan à Tunis il y a quelques années. Et je ressens ce truc chez elle. Elle est intelligente, fine, curieuse, et elle m'aide énormément. Donc, je rencontre aujourd'hui. Mais tout à l'heure, quand on parlait de frustration, c'est peut-être lié à ça aussi. C'est que je ne trouvais pas de gens aussi fous que moi, mais parce que je n'avais pas eu l'opportunité de les rencontrer. Alors, dans des parcours que j'ai pu voir, oui, mais quand on parle au-delà du self-made, au-delà de oui, tu viens pas de... Parce que ça, ce discours-là, il est très drôle en fait. Oui, alors tu te rends compte, pour toi, ça a été le double d'efforts et le double de trucs. Ouais, non. Parce que je prends Anna,
elle a autant de pression que moi. En réalité, elle a dû prouver 2 fois plus, faire 2 fois plus pour se créer un prénom, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'on lui reconnaisse ça, sans forcément se dire c'est une enfant du sérail, c'est normal, nanana. Aujourd'hui, je pense que de ma génération et de la génération actuelle, Anna est le prénom des Girardot, tu vois, et le prestige de cette famille est connu de tous. Donc, c'est une autre pression, c'est une autre forme de pression. Et je ne sais pas, moi, si j'aurais su la gérer, cette pression. Au même titre qu'elle, des fois, peut-être me regarde en disant, putain, venant d'où il vient, faisant ce qu'il fait, est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas. Donc, en fait, il y a ces respects mutuels. Il y a ces respects mutuels qui se mettent en place naturellement. Je n'ai pas rencontré de Sofiane à l'époque. Mais aujourd'hui, j'en croise. Aujourd'hui, j'en croise plein. Et on s'impressionne entre Sofiane. Ouais. On s'impressionne. Ah ouais, t'es vraiment plus fou que moi, toi, en fait. Tu te lèves plus tôt que moi. Et tu te couches plus tard que moi. Et voilà. Il y a une espèce de fatalité que j'avais dans un discours pendant plein d'années. De oui, on est obligé... certaines personnes sont obligées de faire 2 fois comme les autres, 3 fois comme les autres. Puis aujourd'hui, je reviens un peu sur ce truc. À me dire, t'es quand même pas mal chanceux de faire les rencontres que tu fais, de tomber sur les gens sur qui tu tombes. Donc oui, c'est autant de travail que certains. Et des fois, se cacher derrière le « oui, mais c'est plus dur pour nous parce que… » non, c'est aussi dur à des échelles différentes, à des sensibilités différentes et de manières différentes pour chacun, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est cool. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Océane. Enchanté, Océane. Du coup, moi, j'avais une question. C'était, est-ce que tu aurais des conseils à donner du coup, pour des gens justement de notre génération qui ont vraiment cette envie de devenir acteurs, qui sont passionnés par le cinéma, mais qui n'ont pas forcément, de pied, qui sont pas forcément dans le milieu, et pour qui c'est du coup assez compliqué de s'investir dedans, mais qui ont vraiment cette envie. En seul conseil que j'aurais pu te donner, tu l'as déjà eu, ce conseil, puisque tu t'y es mis, puisque tu y as été et que tu as cette envie. Se réveiller un matin avec l'envie, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Par contre, il y a quelque chose autour de l'ambition que je peux te partager. C'est toi qui jauges ton appétit. Si tu vois, je fais une analogie avec la musique. Il y a des mecs qui voulaient un disque d'or. Ils l'ont eu. C'est bon. Stop, ils sont rassasiés, ils sont cool, ils rentrent chez eux. Ouais, trop con, j'ai un disque d'or, c'est génial. Et il y a des mecs qui veulent des diamants. Et il y a des mecs qui veulent remplir le Stade de France et Bercy. Et c'est comme ça. Et ben, dans le ciné, c'est pareil, mais en réalité, dans tout, c'est pareil. Même pour un mec qui bosse à la poste, c'est pareil. C'est toi et ton ambition, toi et ton appétit. Et plus ton appétit est grand, plus tu as faim, plus il va falloir que tu cuisines longtemps, plus il va falloir que tu fasses plus de plats. Donc tu veux 1, tu bosses pour 1. Tu veux 100, tu bosses pour 100. Tu veux 1000, tu bosses pour 1000. C'est toi qui sais. Aujourd'hui, on a des exemples dans le cinéma français qui sont devenus des références d'acting et de réussite internationale que le monde nous envie. On parle pas uniquement de mecs qui ont grandi à New York et qui ont fait l'acteur studio et qui ont joué dans telle série, tel film dans les années 70 et qui sont devenus Al Pacino ou machin. On parle de gens qui viennent de nos endroits et qui voulaient pas que Paris, qui voulaient pas que la France, qui voulaient pas que l'Europe, et qui voulaient le monde. Voilà, ils se sont réveillés un matin et ils ont voulu le monde. Et pour certains, ils l'ont eu. C'est fou, mais moi, je me souviens de Marion Cotillard dans Taxi. Je revois aujourd'hui. Ok, c'était ça ton appétit. D'accord. Tu avais faim à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour Tahar. Pareil pour Tahar Rahim. Et en plus, le curseur d'identification est encore supérieur pour moi. C'est-à-dire, wow, vraiment, c'était le monde qu'il te fallait. Bravo, c'est tout. Et attention, certains ne ressentent pas cette frustration. Tu vois ce que je veux dire? Certains ne ressentent pas cette frustration. Certains sont très heureux d'être des comédiens de théâtre qu'on ne reconnaît pas forcément dans la rue, mais qui sont des sommités dans leur milieu, qui sont respectés, et ça leur va très bien. Je pense à un comédien avec lequel je jouais Gatsby, qui est pour moi vraiment un des meilleurs comédiens que j'ai vu de ma vie,
pour le peu que j'en ai vu de ma petite expérience. Il s'appelle Pascal Rénéric. C'est un mec, s'il marche avec lui dans la rue, peut-être une personne sur 100 va le reconnaître. Et quand je vais dire son nom dans le métier, Pascal Rénéric, et pour moi c'est un monstre. C'est un comédien incroyable. Il est génial. Il est fou. Et quand je lui pose la question, parce qu'on n'est pas de la même génération, je dis, mais tes réseaux sociaux, pourquoi Instagram, pourquoi Twitter, c'est comme ça que ça se passe. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça va, Sofiane, c'est bon, cool. Je suis bien comme je suis, c'est cool. Et ça lui va. Ok ? Je ne dis pas qu'il manque d'appétit. Je dis que chacun connaît la dose pour rassasier son cœur, pour rassasier son envie. Devenir ce qu'on doit devenir, ce n'est pas une fin en soi dans la vie. La fin en soi de la vie, c'est la vie. C'est tout. Et c'est pas parce que on devient une star internationale qu'on est quelqu'un d'heureux. Donc, le cœur du réacteur, c'est le boulot, évidemment, c'est tout. Mais c'est que ça nous rend heureux. En fait, se faire violence à vouloir être un modèle de réussite ou péter les étoiles et le plafond, c'est cool, c'est sympa, mais si en fait tu dors mal le soir, que ça te rend mal dans ta vie et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt en réalité, tu vois. Voilà. Donc, le peu de motivation que je peux te donner, il est autour de l'ambition. Voilà. Moi, par exemple, je vends César. Je le dis. Voilà, j'en veux. C'est très rare de voir un comédien qui vient dire « Oui, moi, je veux aussi, moi je le veux. » Voilà, je le dis la vérité. Et je bosse dur pour l'avoir. Je bosse très dur. Et je veux pas que ça en plus. Ah ouais, hors de question, on va pas s'arrêter là. Donc, voilà, tu te souviens du « et alors » très facile du début ? Voilà. Et alors ? Tu vois ? Alors, il faut un plan quand même. Il faut un plan d'attaque. Le problème, c'est qu'il change tous les jours. Parce qu'il ne dépend pas que de nous. Donc, on reconstruit le plan tous les soirs. Voilà. Tous les matins, le plan se brise et tous les soirs, il faut le reconstruire. Voilà. Je t'écoute, camarade. Salut. Salut, comment tu vas ? Bien et toi ? Tu t'appelles comment ? Jules. Enchanté, Jules. Enchanté. Je voulais te demander, parce que tu as parlé du fait que tu travailles sur différents projets, sur une multitude de projets par an, comment tu fais pour trouver, on va dire, la concentration, pour ne pas te perdre sur un seul projet et t'en éloigner vers d'autres ? Comment tu arrives à concrétiser chacun des différents projets que tu veux réaliser ? Alors, il y a un truc d'accomplissement que je ressens moi. Je t'explique. Quand je démarre quelque chose, peu importe ce que c'est, j'ai besoin de livrer. J'ai besoin d'être à la hauteur de la promesse que j'ai faite. Quand j'ai dit à un public, à un producteur, à un réa, à peu importe, j'ai besoin d'être à la hauteur de cette promesse. J'ai besoin que les gens qui entendent cette promesse rentrent chez eux en se disant « Ouais, c'est ce qu'on m'a vendu, c'est ce qu'on m'a promis. Et je l'ai eu. » Donc, il y a ce truc de livrer. Tu vois ? Du coup, c'est pour ça que je me retrouve un peu débordé par l'agenda et par le planning. C'est juste que je vais au bout de tout. Je vais même au bout de mes relations humaines. Je vais au bout de tout. Tu vois ? Et trouver la concentration, en réalité, c'est un boulot. En vrai. En fait, il y a des compartiments. Il y a des compartiments. Si tu veux plus que... Qu'on s'entende bien. Je dis ça avec... Il ne faut pas prendre au premier degré ce que je dis. Mais si tu veux plus que les autres, si tu veux plus pour toi, ben en fait, tu bosses plus, tu livres plus, tu rends plus, tu donnes plus. Avant de te demander ce que tu veux, toi, demande-toi ce que tu as à donner, en fait. Et à partir du moment où tu t'es dit, je peux donner ça, ben en fait, donne-le, frère. Donc, va au bout. Tu vois, c'est juste ça. J'ai besoin d'aller au bout du don. Encore plus qu'au bout de la promesse. J'ai besoin d'aller au bout du don. Et d'avoir une personne en face de moi qui me dise, oui, tu as été à la hauteur de ce que tu as promis, de ce que tu as lancé, de ce que tu as eu envie de montrer. C'est un besoin que j'ai, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, de ce fait-là, je suis enchaîné, en fait, à ces projets. Et avoir des projets dans lesquels je ne me lance pas, alors que j'en ai, ça me brûle dedans et j'ai le feu pour y aller, c'est une frustration que je n'accepte plus. Voilà. Et j'ai accepté énormément de frustration dans ma vie. Aujourd'hui, m'interdire quelque chose, c'est hors de question. Je pense que le gros de la frustration, ce qui fait qu'on ne dort pas le soir, je pense que c'est ça. C'est pas d'avoir raté quelque chose, c'est de ne pas y être allé.
C'est juste ça. C'est un discours bateau, hein, mais c'est ce qui me fait me lever le matin, moi, en fait. Tu vois. Et exactement, t'es sportif? Exactement comme un programme de sport. Les gens se remettent au sport et ils ont juste envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas envie de faire les exercices qui font mal, etc. Et en fait, moi, je commence toujours par ça. Je commence par le truc que j'ai pas envie de faire. Voilà. Ça me saoule de faire tel rendez-vous, ça me saoule de faire telle réunion, ça me saoule de faire tel truc. Mais je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour arriver à la partie que j'attends le plus. Tu vois? Donc, je vais manger l'entrée que je kiffe pas des masses. Je vais bouffer le plat de résistance qui est un peu costaud pour moi, mais je vais y aller, pour arriver jusqu'au dessert que je voulais vraiment. Ce qui a fait que j'ai lancé ce truc. C'est cette image de dessert que j'avais à la fin, tu vois. Et je vais tout faire pour arriver à ce que je veux. En fait, je vais m'auto-cuisiner mon truc à moi, tu vois. Et c'est ce parcours qui fait que ce dessert est appréciable. Tu vois le délire? Donc, c'est pas une histoire de capacité de concentration supérieure. On n'est pas dans des trucs comme ça. C'est juste de l'optimisation d'esprit, de l'optimisation de temps et de la non-économie de force dans la bataille. Voilà, on voit tout. Tapis, tous les matins. Tapis au poker, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on met tout ce qu'on a sur la table. Voilà, tapis. Il se passe ce qui se passe. On verra bien. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va perdre. C'est pas grave. On va recommencer. Tu vois? Et voilà, c'est comme ça que j'évacue, moi, en tout cas, toutes mes frustrations. C'est en allant au bout de tout. Donc, c'est de la concentration, tu l'as dit. Et c'est que ça. C'est que ça. C'est que de la concentration. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Julien? Je suis un peu flou, je suis désolé. Mais ça m'inspire beaucoup ce que... Voilà. Salut Sofiane. Salut, camarade. Moi j'avais une question par rapport au domaine de banlieue et de rap. Ouais. Tu disais être reconnu par ses pairs. Ouais. Un jeune qui n'a pas vécu en banlieue Ouais. et qui veut faire du rap, Ouais. comment il est reconnu par ses pairs? Ah, alors, c'est quelque chose qui a eu lieu au début des années 2000. C'est ça. C'est-à-dire que le rap s'est démocratisé. À la base, le rap, c'est une musique pleine de messages. C'est une musique de revendication. C'est, voilà, on n'est pas content, on n'est pas content. Voilà. Et par la suite, on s'est mis à danser sur du rap. Et on s'est mis à... C'est une vraie démocratisation qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'à un moment, évidemment, au début, quand les bobos parisiens se sont mis à rapper, tout le monde, oh, qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi l'ambiance? Mais les mecs, pour la majorité, ils sont fidèles à ce qu'ils sont. En fait, tu veux dire, ils racontent leur vie, ils racontent son quotidien à lui. Et si tes problématiques, c'est ça, et qu'il y a un public qui l'entend et qui ressent les mêmes problématiques et à qui ça fait du bien d'entendre ça, t'as ta place, en fait. Et personne n'a rien à te dire. Peu importe d'où tu viens, en fait, on s'en fout. Il y avait un espèce... À la base, le rap... Ouais. Excuse-moi, mais à la base, le rap, c'est pas un truc de cité. À la base, le rap, c'est un truc de bobo parisien qui danse sur la tête à la chapelle et qui va dans les ateliers de Paco Rabanne subventionnés, etc. C'est pas les cités, l'urbain, cette culture-là s'empare du rap dans les années 90-2000, tu vois. Et à un moment, je pense que c'est une des cultures qui a le moins snobé les autres milieux. Tu vois, au contraire, c'est écoute, si tu as envie de nous raconter comme c'est dur d'être je sais pas moi, d'un milieu bobo, c'est dur. Et ben tu sais quoi, si tu as des fêlures, mon pote, si tu as des fêlures, que ça te fait du mal, que tu as besoin d'en parler, et que le rap te touche, et que c'est de cette manière-là que tu as besoin de t'exprimer ou que tu as envie, vas-y en fait. Et demande l'avis à personne en fait. Et on s'en tape. Tu vois, et on s'en tape. Et je pense que c'est un des milieux les plus inclusifs. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que on s'en fout d'où tu viens, qui tu es. T'es bon. C'est tout. Et c'est un truc qui est en train d'arriver dans le ciné. C'est comme ça depuis un moment déjà, mais encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne te demande pas d'avoir fait telle école ou d'être sorti de tel cursus ou d'avoir rencontré tel réa ou machin. Ça le fait. T'es bon. Joue ta partition. Et tu sais quoi, si ça intéresse les gens, c'est cool. Voilà, c'est tout. Donc, tous les milieux artistiques ont des gardiens du temple ou de la bonne pensée. Ils vont dire oui, mais non, mais tu sais, mais attends, mais... Tu vois, moi, je produis une émission qui s'appelle Rentre dans le cercle.
Rentre dans le cercle, c'est l'émission de découverte de jeunes talents sur YouTube. On est dans la 3e saison. Et c'est juste des mecs avec des enceintes. Et voilà, fais ton live. C'est une émission. C'est la chanson chanson. Voilà. C'est Pascal Sevran et la chanson chanson. Version rap 2020. Ok. Des fois, j'ai invité des rappeurs d'autres milieux, d'autres mondes, et notamment des youtubeurs, des acteurs qui avaient envie de rapper. Et oui, des gens du rap, des gardiens du temple m'ont dit, mais t'as craqué, frère. Tu ramènes lui, tu vas pas inviter lui quand même. Pourquoi? Tu sais sur qui ils m'ont fait ça? Sur Mister V. Vous voyez qui c'est, Mister V? Yvick. Mister V, Yvick, il sort un album parce que c'est un kiffeur de musique. Il fait un platine. D'accord? Alors tout le monde va dire, ouais, mais c'est ses followers. Vous avez mal à ce point-là de reconnaître que peut-être qu'il a fait du bon son et que c'est cool et que ça parle à un public? Je l'invite dans mon émission. Je reçois des coups de fil la veille. Tu me dis, So, tu vas pas faire ça quand même. Tu vas pas le foutre au milieu de nous. Au milieu de nous. C'est qui nous? C'est des fous, vous. C'est-à-dire que lui, il n'a pas le droit. Tous ces milieux ont ces gens. Le ciné les a. Ah ouais, il est sympa, là. Il est cool le rappeur, là. C'est bien le truc, là. Vas-y, c'est bien. Alors il fait quoi? Tu vas jouer un rôle de, je sais pas moi, t'es un rappeur, tu vas jouer un rôle de dealer, un rôle de braqueur, un rôle de machin. Ouais, c'est bien, hein, franchement, puis c'est crédible. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a une partie de ces métiers et de ces milieux artistiques, comme Anna, ce que je décrivais, qui vont être curieux et qui vont dire ouais, montre-nous, c'est bien ce que tu fais, c'est cool, vas-y, viens, parle-nous, tu vois. Ils sont plus ouverts. Tu as ça dans tous les milieux. Donc, pour revenir à ce que tu me disais, c'est arrivé dans le rap, c'est arrivé dans le cinéma, c'est arrivé dans tout. C'est arrivé dans le théâtre, avant tous ces milieux-là. À la base, le théâtre, c'est un truc de saltimbanque. Hein. À la base, c'est des crasseux, ils sont en marge de la société, ils vivent dans des caravanes, ils ne se lavent pas le dimanche. Tu vois ce que je veux dire? À la base, c'est un truc de Kaira. Tu vois? C'est un truc de... C'est des mecs de cité, les mecs du théâtre. Tu vois, c'est les rappeurs de l'époque. Tu vois? Et puis, avec le temps, c'est devenu élitiste. Il faut mettre un costume. Voilà, c'est une culture qui n'est pas accessible à tout le monde. Attention. Et je pense que la constante, un des arts qui est constant dans son accessibilité et dans sa démocratisation, c'est le ciné. C'est que c'est un art à travers les époques et les temps qui ne s'est pas autant embourgeoisé que ça, qui est resté large, accessible et qui a continué à parler à tout le monde. Tu vois, au-delà de certains arts qui se sont un peu fermés. Moi, par exemple, je suis passé à côté de la peinture. Je suis passé à côté... J'ai encore du temps. Je suis passé à côté de la sculpture. C'est des choses... je suis fasciné par quelqu'un qui reste 1 heure devant un tableau et qui se met à pleurer parce que ça lui évoque des choses de sa vie de waouh. Ah ouais? Tu vois tout ça? Ça me... Eh ben, c'est pareil avec la musique. Tu vois, je vais faire écouter une chanson de rap à quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec tout ça. Et là, bon, t'entends tout ça? Oui, tu comprends, c'est son combat, c'est la lutte, c'est le truc, c'est le... Waouh, tu vois? Et en fait, le fait de faire découvrir ces mondes différents, moi, d'en être un agent partageur et voyageur au milieu de tout ça, je prends ça comme une énorme chance. Je prends ça comme un énorme bénéf. C'est comme ça qu'on dit, bénéf. Voilà, je suis en bénéf. C'est juste gratifiant, honorifique. Je m'estime chanceux et reconnaissant qu'on m'accepte, qu'on m'invite et même qu'on m'écoute. C'est du luxe. C'est fou. Donc voilà, voilà ma position, camarade. En tout cas, moi, un jour, je t'ai entendu rapper. Moi, j'y connaissais rien au rap. Oui, parce qu'il a fallu... oui, j'ai eu une masterclass de 8 semaines, vraiment on énorme. a fait ça. Mais un jour, je t'ai entendu rapper a cappella et j'ai compris l'acteur de théâtre que tu étais. Parce que moi, j'ai vu du Shakespeare. J'ai vu une manière d'acclamer un texte sublime, avec une finesse d'écriture incroyable, avec des vrais propos qui sont dits, et une force dans la manière de les dire. Et vraiment, je me suis dit, waouh, c'était une révélation pour moi de te voir rapper a cappella comme ça. Déchire, merci. Comment? Pour qu'il rappe a cappella? Ah. Je
Je sais pas comment on lance un rappeur. J'ai- Entre dans le cercle. Effectivement, c'est comme ça qu'on fait. Écoute, merci mille fois de m'avoir accueilli. Non, mais ce qui est merveilleux, Sofiane, t'es un cuisinier. Tu nous as invités autour de ta table. Et vraiment, on reviendrait souvent chez So, dans ton restaurant, parce que t'es quelqu'un d'extrêmement généreux. Et tu sais, le César, c'est l'approbation de tes pairs que tu recherches aussi à travers ce prix. T'inquiète pas. Les gens t'aiment, les gens t'admirent. Et c'est merveilleux parce que tu donnes énormément. Et on te le rendra. T'es au top, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux que je rappe? Vas-y, Allez, s'en supplie. on s'en fait un petit. Caféine d'insomniaque, je la mets dans un cargo leptique. Je suis insolent comme une berceuse sur un narcoleptique. Un parano étant, je soupçonne le dentiste d'avoir engagé la petite souris pour m'arracher les dents. Souplesse de Playmobil, j'ai 6 bras, 6 jambes, 6 oreilles. La légende dit que le fianso est né à Tchernobyl ou dans un recueil de grec. Avec la gueule de Shrek, je suis imbattable comme Parkinson dans un battle de break. J'ai pas l'harmonica, toutes les alarmes on nique, énervé moins hilar qu'un fil harmonique à l'harmonica. T'es pas le seul gorica, pas un palo, ce qui dégoûte. T'es juste comme tous ces mecs sur écoute qu'un halonica. Stop. Stop. Merci. Merci T'es beaucoup. au top. Merci.